Donc, on va vous présenter maintenant une table ronde vraiment assez exceptionnelle où on va vraiment donner la parole aux équipes de soins et aux patientes accompagnatrices pour justement réfléchir ensemble sur les défis que pose l'intégration des patientes accompagnatrices ou des patients accompagnateurs dans les équipes cliniques. C'est vraiment toute une nouvelle philosophie de soins. Donc, j'ai la chance donc, d'avoir un magnifique panel avec nous aujourd'hui et on va donc animer Marie-André et moi-même ce moment un peu privilégié de retour sur expérience pour voir de quelle manière finalement ça se concrétise dans la vraie vie. Écoutez, on commence direct là. Marie-André, est-ce que tu veux commencer par la première question et puis Oui, oui, bien sûr. Pardon. Alors, quels sont les enjeux de faire en sorte que les PA soient vraiment intégrés à l'équipe clinique? Avez-vous rencontré des problèmes en lien avec l'intervention des patientes accompagnatrices? est-ce que Jocelyne, tu voudrais un peu partager avec nous? Oui, ben, c'est certain qu'au départ, au début du projet, comme Marie Pascal a dit, c'était comme un changement de paradigme et il y avait des résistances. Je pense que nous, on a pris du temps beaucoup pour définir les rôles, euh, apprivoiser un peu les différents services, hein, tu sais, que les gens soient à l'aise avec l'idée. Puis je pense que ça a été, des fois, ça a été comme décourageant, là, parce qu'on se disait, ben, non, ça avance pas vite. Mais je pense que le fait de prendre le temps, puis de définir les rôles, puis que les gens se connaissent, apprennent à travailler ensemble, ça a permis là, d'arriver à un projet qui est satisfaisant pour tout le monde, qui est satisfaisant aussi pour les patientes accompagnatrices, parce que c'est important. Là. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps. Là, le fait que Parole Onco a beaucoup avancé, on voit là, avec les belles présentations qu'on a eues, je pense que le chemin est ouvert et ça va être plus facile pour les autres équipes qui vont vouloir continuer. Là. Mais oui, il y a eu des réticences, mais je pense qu'on a travaillé tous ensemble et on a eu l'appui de l'institution. Tu sais, je pense que ça, c'est important d'avoir les appuis de tout le monde, puis que les gens donnent leur réticence aussi, parce que si on ne les connaît pas, c'est difficile de faire avancer le projet. Alors, je pense que ça a été pertinent, mais on ne se le cachera pas, ça a été quand même du travail, mais je pense que c'est ça. Il y en a peut-être d'autres qui ont d'autres choses à ajouter. Mais Sylvain, je crois que vous aviez une belle anecdote à partager avec nous là, pour montrer comment finalement vous aviez réussi à intégrer de Oui, façon assez impressionnante. Là. oui, Madeleine est vraiment intégrée à l'équipe de travail parce que dernièrement, pour des raisons logistiques, Madeleine n'a pas été invitée là, à une série de rencontres. Et puis, ce qui a amené tu sais, Madeleine est intégrée à nos enseignements de groupe. Et puis, Madeleine n'a pas pu être là euh, au dernier enseignement de groupe. Comme équipe, on s'est dit, oups, Houston, on a un problème, étant donné que Madeleine joue vraiment un rôle très important au sein de notre équipe, là. Ce qui nous a fait, comment je pourrais dire ça, on a dû se réorganiser en conséquence, mais ça nous a fait encore plus réaliser comme quoi que notre patiente accompagnatrice est vraiment intégrée. Puis ça me fait bizarre aussi de dire patiente accompagnatrice, étant donné que Madeleine, c'est un membre, c'est vraiment un membre de l'équipe intégré. Et puis, c'est notre anecdote là, de la dernière semaine. Puis, Madeleine également nous a fait une petite recommandation de ne pas l'oublier la prochaine fois. C'est ça, ouais. Janie, tu pourrais rebondir? Ben, c'est ça. Nous, au CHUM, on n'est pas tout à fait encore rendu là, au niveau de l'intégration des patientes accompagnatrices. On était vraiment sur une belle lancée, je crois, là, avant la pandémie et tout ça. Puis ça a freiné un petit peu l'élan. Donc, malheureusement, on n'est pas tout à fait rendu là, à intégrer au complet les patientes accompagnatrices. Donc, je pense qu'on va continuer à travailler là-dessus. Par contre, moi, dans ma pratique à moi, là, j'intègre vraiment, je réfère vraiment les patientes accompagnatrices de façon systématique. Donc, toutes les nouvelles patientes que je rencontre, peu importe la raison,
je leur remets le feuillet de dépliant de parole en cours, puis je leur explique c'est quoi là, les patientes accompagnatrices pour qu'au moins, si au moment où je leur parle, ne sont pas disponibles là, à avoir cet appel-là ou cette rencontre-là, ben, plus tard dans leur trajectoire, ils peuvent avoir des ressources avec la patiente accompagnatrice. Parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations des fois qui est donnée, puis là, les patients sont débordés, mais quand il y a un petit peu de recul, là, ils peuvent avoir accès à la patiente accompagnatrice. Donc, c'est remis de façon systématique de ma part. Là. Et peut-être du côté de l'Est de Montréal, là, comment vous voyez ça, vous, les enjeux qui ont été évoqués? Je dirais, et pour répondre à la question de Dr Lebel là, qui vient de mettre un pause sur la discussion, ce qui est difficile, c'est un changement de culture, hein, d'intégrer les patientes partenaires à une trajectoire, quelle qu'elle soit, là, mais nous, c'est la trajectoire oncologique. Et peu importe la façon dont moi j'y crois à 100%, puis j'essaie d'être le plus contagieux possible. Et même avec tout le bon vouloir, avec les moyens qu'on a, des fois, c'est difficile. Avec le temps qu'on a, des fois, on s'aperçoit que on ne peut pas. C'est difficile de faire changer la culture et que tous les médecins puissent proposer le même accompagnement à tous les patients. Donc, je dirais, on a fait de grosses avancées de notre côté. Malgré ça, la culture n'est pas complètement changée et puis il y a de la place encore à l'amélioration dans la communication bilatérale de l'équipe de soins avec les patients partenaires. Même s'il en existe une, elle pourrait être meilleure. Et comment vous avez travaillé là, sur ces résistances? Est-ce que, par exemple, le fait de créer l'espace espace partenaire, vous pensez que ça peut aider à lever certaines résistances ou vous voyez d'autres choses? Je ne sais pas si tu veux réagir, Sandy. Oui, mais on l'espère, on le voit déjà. Je dirais après 3 jours, ça devient un carrefour. Hein, c'était rassembleur. On a parlé à tous les intervenants. Donc, les médecins passent, les infirmières passent. On a déjà des références pour des patients accompagnateurs qui sont référés par des infirmières pivots déjà en 3 jours. On le voit, je pense que physiquement, c'est un besoin. C'est ce que je disais pendant la pandémie. On n'était physiquement pas là. Si on veut une bonne communication, une bonne collaboration, il faut être là. Donc, on le voit déjà. J'ai hâte de vous en reparler, de donner d'autres résultats plus tard, dans quelques mois, mais on voit la différence et ça prend une bonne communication. C'est dans notre projet, justement. Il faut donner les bons coups. C'est extraordinaire. On n'a que des belles histoires à raconter, mais il faut les dire aux équipes cliniques pour qu'ils entendent les bons coups. Donc, il faut avoir une bonne communication, d'avoir un bon plan de communication, mais c'est essentiel, selon moi. Moi, je serais intéressée aussi à vous entendre là, parce que nos patientes accompagnatrices, j'aimerais bien qu'elles témoignent là-dessus. Elles ont un trésor entre les mains. On peut vraiment dire ça. Là, c'est qu'elles sont les seules à recueillir vraiment des témoignages sur l'expérience vécue réelle des patients que vous soignez là. Et comment se fait cette rétroaction? Comment vous allez chercher? Puis de quelle façon vous pouvez vraiment le valoriser dans votre clinique? Alors peut-être vous pourriez nous parler un peu des patientes accompagnatrices. Isabelle, peut-être un peu de tout ce que tu entends comme témoignage et comment tu es capable de pouvoir renvoyer cette information auprès des cliniciens? Oui, mais en fait, j'essaie vraiment de prendre beaucoup de notes à chaque fois que j'ai des rencontres avec des patientes. Puis après ça, je vais vraiment remplir le journal avec le plus de détails possible. Donc, moi, c'est vraiment cette façon-là que j'essaie de les garder le plus informés possible. C'est en oubliant absolument rien. Je me dis des fois peut-être que j'en mets trop, mais je me dis au moins comme ça, ils vont avoir vraiment le plus d'informations possible sur de quoi nous, on a discuté ensemble, la patiente et moi. Puis Marie-André ou Sylvie, est-ce que vous voudriez aussi nous expliquer comment vous faites? C'est une bonne question. En fait, c'est un défi qu'on a parce que veut pas, on discute avec les patients, puis Sylvie, pour compléter, là, on discute avec les patientes, puis c'est sûr qu'elles nous disent plein de choses, là, de comment se sont passés les rendez-vous, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, etc., etc. Donc, on est vraiment une source d'information incroyable, de formation continue pour toute l'équipe clinique, mais comment on transmet ça maintenant? On ne va pas écrire ça dans un journal de bord. On va pas. Donc, il faut trouver une façon, là, Sylvie, je ne sais pas, hein?
Oui, il y a des enjeux de tout ordre, je dirais, mais de façon générale, moi j'ai envie de dire aussi que les patientes nous livrent qu'elles sont satisfaites de leurs soins, qu'elles sont satisfaites de tout le travail qui est fait, que ce soit les médecins, les infirmières pivots, l'ensemble des professionnels. De façon générale, c'est sûr qu'il y a des cas particuliers parfois où il y a des difficultés d'arrimage avec l'équipe et tout ça, mais de façon générale, c'est très positif. Ouais. Pour moi, ce qui est important, puis ce qu'on vit dans l'accompagnement au CHUM, c'est la mise en place de la communauté de pratique pour qu'on puisse échanger entre nous sur des situations parfois, des fois un petit peu plus difficiles et tout ça. Et Monica le mentionnait tantôt, l'importance d'une bonne coordination. Ça prend un fil conducteur entre les patientes accompagnatrices et les équipes de soins. On a encore du travail à faire au CHUM là-dessus, mais il y a une bonne volonté, puis il faut mettre les choses en place. Puis ça, comme disait Sandy tantôt, la communication est bien importante. Il faut faire valoir nos bons coups. Il faut apprendre à se connaître et à se reconnaître nos expertises différenciées, je dirais, pour faire en sorte là, de travailler de façon plus complémentaire à travers tout ça. Moi, j'avais des anecdotes quand même qui me reviennent. Là, il y en a une première qui est que on a maintenant de plus en plus de cliniciens qui réfèrent aux patients accompagnateurs, mais ils ne les ont jamais vus. Donc, en nous disant, oh, c'est super, aujourd'hui, on va enfin les rencontrer. Bon, là, il y a un problème. Il faut vraiment créer ces espaces de rencontres où on est capable de pouvoir vraiment mettre un visage sur un nom et qu'on puisse comme ça commencer à créer vraiment une relation de confiance au-delà juste du fait, bon, je l'envoie à la patiente accompagnatrice, là, mais vraiment de savoir à qui on s'adresse. Je pense que c'est vraiment très important. Puis, il y a un deuxième moment vraiment très fort en lien avec ce qu'on discute, là, c'est une rencontre avec les chirurgiens. Donc, ils nous ont vraiment partagé le fait qu'ils se rendaient compte que finalement, eux, ils évaluaient bien sûr les externes, ils évaluaient les résidents tout au long donc, de leur formation, mais une fois qu'ils deviennent patrons, il n'y a plus grand monde qui vient les évaluer. Et ils trouvaient toute la richesse d'informations en lien avec l'expérience menée par les patients, qui sont récoltées par les patientes accompagnatrices, comme étant une mine d'or pour les aider justement à mieux percevoir, autant au niveau individuel qu'au niveau collectif, finalement, où est-ce qu'ils en étaient et comment ils pouvaient encore améliorer autant l'organisation des soins que finalement la dispensation des soins. Donc ça, je trouvais ça aussi remarquable et ça montrait à quel point il y a une reconnaissance, en tout cas, de cette plus-value dans l'équipe clinique. Donc peut-être, je ne sais pas comment vous voulez réagir, tous les quatre, là, Janie, Jocelyne, bien sûr Sylvain et Israël, à ce que je viens de dire. Une des choses que je trouve, là, puis moi je le vis parce que je connais très bien nos patientes accompagnatrices. Plusieurs ont été même mes patientes. Donc, j'ai un lien privilégié avec elles. J'assiste à des rencontres d'équipe également. Et ce lien-là que je crée avec ces patientes font en sorte que j'ai une communication extraordinaire avec elles. Elles m'écrivent, on se parle. Donc, au-delà du journal de bord, elles font partie de l'équipe. J'espère qu'elles le sentent, qu'elles font partie de l'équipe. Et je crois que pour moi, c'est d'autant plus riche de pouvoir avoir cette conversation-là avec elles, de savoir qu'elles vont me communiquer directement avec moi s'il y a quelque chose, qu'elles vont me dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'on peut avoir des conversations franches sur les sujets qui peuvent être pointilleux, parce que ce n'est pas nécessairement toujours facile d'avoir le rôle de la patiente accompagnatrice qui va dire au médecin il y a quelque chose qui ne passe pas de l'autre côté. Donc, je crois que d'établir cette confiance-là avec les cliniciens, c'est d'autant plus important parce que tout le monde va y gagner. C'est tellement bien dit. Est-ce que tu voudrais réagir, Janie? Puis après, je laisserai peut-être Jocelyne. Moi, c'est ça que je trouve qu'idéalement, il faudrait plus tisser nos liens plus serrés. C'est ça qui pourrait faire que ça avance les choses. C'est peut-être ça qui nous manque là, ici au CHUM, de se rencontrer, puis de tisser des liens, puis de connaître toutes les patientes accompagnatrices. Moi, j'en connais plusieurs, mais je ne les connais pas toutes. Là, donc, je pense que ça serait un plus pour pouvoir avancer dans ce projet-là, parce qu'on est plein de bonne volonté, ça c'est certain. Là, fait qu'il faut travailler à améliorer les choses. Et Jocelyne? Oui, je pense qu'il faut que la discussion soit des deux côtés, puis c'est très avantageux d'avoir une patiente accompagnatrice qui fait le pont entre
les patients et l'équipe clinique, là, qui est capable de dire, ben, comme je dis, des fois, on pense qu'on vulgarise puis que les patients ne comprennent très bien, mais des fois, ça arrive, on peut se faire dire, ben non, il y a telle chose qu'ils ne comprennent pas ou on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, c'est avantageux pour l'équipe clinique. Des fois, on veut tous bien faire, mais des fois, ce n'est pas clairement compris. Donc, c'est très intéressant d'avoir ces échanges-là, d'avoir ce pont-là des patientes accompagnatrices entre l'équipe clinique et les patientes. Parce que les patientes qui sont en traitement actif, des fois, ils n'oseront pas dire qu'ils n'ont pas compris ou ils n'oseront pas, ils sont plus anxieuses puis ils ne veulent pas être déplaire à l'équipe clinique, mais la patiente accompagnatrice est capable de nous le dire, puis on la connaît, puis je veux dire, je pense que c'est très, très intéressant, ces échanges-là. Ouais, c'est vraiment un des avantages. C'est avantageux pour les patientes d'avoir affaire à des patientes accompagnatrices, mais c'est très avantageux pour l'équipe clinique aussi. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Oui, c'est ça. Marie-Pascale, juste un petit mot. On a des gens dans l'audience qui aimeraient réagir. Là. Je ne sais pas. Oui, Si OK. Alors, j'ai vu qu'il y avait Charles qui avait levé sa main, c'est ça? Oui. En fait, oui, mais Dr. Chiquette a bien répondu à la question. Là. Ce que je comprends, c'est que il y a un retour vers les médecins, puis les médecins en sont satisfaits. C'est ce que disait Dr. Fortin. Je ne sais pas s'il y a d'autres médecins à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui ont témoigné en ce sens-là aussi. Là. Mais, donc, d'avoir finalement une évaluation de sa pratique. Hein? Ouais. C'est la patiente accompagnatrice qui peut en témoigner. Ça, c'est assez remarquable hein, parce que ça fait plusieurs années là, que je travaille dans le domaine de la gestion de la qualité là, et c'est vrai que permettre, on le voit au niveau international, comme quoi l'expérience des patients est vraiment quelque chose qui a été beaucoup négligé au cours de beaucoup d'années, puis que c'est devenu vraiment comme un incontournable pour améliorer nos soins. Et le patient accompagnateur devient un traducteur vraiment très constructif pour être capable de pouvoir recueillir cette information pour qu'elle fasse du sens au clinicien, parce qu'il est capable de traduire autant la parole des patientes que les besoins des cliniciens. Donc ça, c'est assez remarquable, là, ce lien-là. On l'avait un peu anticipé, mais là, il est devenu vraiment très, très, très évident au cours de ces derniers mois. Là, donc, c'est assez remarquable. Je vais laisser la parole à Emmanuel. Voilà, c'est bon. Merci Marie-Pascale. Moi, j'ai une question un petit peu plus précise pour Israël et après, peut-être d'autres personnes pourront répondre aussi. Vous avez présenté tout à l'heure le relationnel qu'on pourrait appeler usager, clinicien ou professionnel de santé patient. D'une manière un peu finalement idéale, telle qu'on l'espère aujourd'hui, avec une prise en compte de la part du clinicien très positive et vraiment très ouverte, avec une remise en question. Est-ce que vous-même, au début, vous avez eu des réticences? Parce que ce n'est pas évident, on parle d'une nouvelle culture, on parle d'un mode de fonctionnement qui n'est pas ancré depuis des siècles dans le milieu médical. Donc, première question, est-ce que vous, déjà, vous avez eu vos propres résistances au départ? Et sinon, alors si oui, lesquelles? Et qu'est-ce qui vous a fait évoluer? Quel a été le déclic? Et sinon, est-ce que vous avez des exemples autour de vous de praticiens qui étaient très réfractaires au début et qui ont basculé vers ce côté beaucoup plus positif? Je dirais, oui, très, très belle question. Je dirais qu'au départ, je n'avais pas de réticence personnelle. C'est quelque chose à quoi j'ai travaillé depuis de plusieurs années, en quoi j'ai cru également le partenariat de soins. Par contre, les difficultés ont été plus au niveau organisationnel, de pouvoir intégrer la patiente partenaire dans ma clinique et qu'elle soit reconnue dans mon département ou dans mon hôpital. Fait que ça a été ça le défi au départ, et que ce ne soit pas qu'un mouvement personnel, mais un mouvement de groupe. Donc, je voulais que ce soit tous les oncologues, tous les radio-oncologues, tous les chirurgiens oncologues. Donc, c'est d'être contagieux. Et oui, il y a des réticences de certains collègues, mais ces réticences-là ont été aplanies par les présentations, par la réassurance au niveau éthique et juridique de la légitimité des patientes partenaires, par la présentation de ces patientes partenaires-là. Puis, quand des équipes préfèrent elles-mêmes ou demandent elles-mêmes à des patients de faire un partenariat de soins, devenir des patientes partenaires, eh bien là, ces équipes-là les connaissent, ces patientes-là, encore davantage, et ça crée des liens privilégiés.
Donc, il y a des couples médecins, patients, partenaires qui vont se créer et qui facilitent beaucoup les communications. Donc, c'est sûr que c'est tous des moyens facilitateurs pour, je dirais, favoriser. Je dirais qu'il faut des leaders cliniques parce que c'est un grand changement de culture, comme je le disais. Il faut que quelqu'un ou plusieurs personnes puissent être contagieux avec les autres. Puis ça demande des efforts constants. Puis même avec les gens qui y croient autour de moi, je dois souvent répéter et être présent pour réitérer l'importance et de faire parce que les gens oublient, parce que ça ne fait pas partie encore des automatismes. Donc, et en termes de temps, si je peux me permettre la micro-question qui complète, est-ce qu'en termes de temps, on est sur quel espace-temps en fait? Ben, nous, on était dans Parole en cours, je crois, les premiers à avoir intégré les patientes partenaires et ça fait probablement, ça va faire 2 ans qu'on travaille là-dessus, mais j'étais peut-être cavalier seul ou presque seul pendant une bonne année avant de vraiment... L'expérience que j'ai acquise, j'ai pu la partager. C'était trop difficile de commencer avec plein de gens avec des réticences. On a voulu démontrer que ça fonctionnait et une fois qu'on leur a montré l'avantage et que c'était un bénéfice incroyable pour les patientes et pour le médecin, eh bien, mais il y a plus de gens qui c'est plus facile de les convaincre. On est avec des chiffres, une expérience vécue, pas une expérience vécue locale. Est-ce que Jocelyne ou Janie, vous voulez réagir justement aux réticences? Puis est-ce que vous avez vu des changements auprès de vous ou autre? Non, c'est bon? On va peut-être proposer à Paul, parce que j'ai vu que Paul avait levé sa main, puis après, ce sera Mado. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Mado. Bonjour Paul, bonjour. Oui. Moi, personnellement, je crois que les médecins ont peur de se faire juger. Merci. Les médecins, c'est des premiers de classe. Il faut toujours qu'ils soient parfaits. Puis, de se faire questionner, des fois, ça peut être difficile. Et j'aimais beaucoup quand quelqu'un disait, dans le fond, on entend plein de bonnes choses sur les soins qui sont donnés et de pouvoir donner ce feedback-là aux médecins, ça va créer de la confiance. Après ça, on arrive à une autre étape où on peut améliorer, ce qui est déjà bien. Mais il faut créer cette confiance de départ et de ne pas voir les accompagnatrices ou les patients partenaires comme des revendicateurs. On le sait, on est dans un autre esprit. Alors ça, c'est une première réflexion qui me vient sur les réticences. La deuxième chose, c'est la gestion du temps. Les médecins ne veulent pas perdre de temps, mais quand ils voient que quelque chose est bien structuré, bien organisé, qu'on ne perd pas de temps dans les discussions, qu'on avance, ils sont heureux. Donc, quand on organise des choses, il faut que l'animation soit impeccable, il faut qu'on ait un ordre du jour, il faut qu'on sache où est-ce qu'on s'en va et qu'on mette à la fin de ces rencontres très clairement les apprentissages qui ont été faits, puis les prises de décision qui ont été faites. Alors ça, c'est mon expérience là-dessus. Moi, je voudrais vous relancer sur une question qui est celle que votre rôle d'accompagnatrice peut aider les patientes à améliorer leurs propres compétences de communication. Et là, peut-être le danger qui pourrait se passer, c'est que la patiente accompagnatrice ou l'accompagnateur devient un médiateur dans la communication plutôt que la communication se fasse directement entre le médecin et la patiente ou le patient. Et ça, il faut faire attention. Il faut aller vers le développement de ces compétences pour que les gens deviennent autonomes dans leur capacité d'exprimer leurs besoins, leurs insatisfactions et travailler beaucoup une forme de coaching, dans le fond, comme tel. Alors, ces petits glissements qui pourraient se faire qu'on introduit dans la relation médecin-patient un intermédiaire.
Vous voyez ce que... On ne l'a pas vraiment vu, puis c'est intéressant parce qu'il va y avoir une présentation justement sur les inégalités sociales où il y a justement ce point-là très important qui est d'habiliter les personnes d'abord à mieux comprendre ce qui leur arrive et aussi ensuite d'être beaucoup plus habilitées à être en communication avec leurs professionnels de la santé. C'est bien que tu nous amènes ce point parce qu'il faut avoir toujours une vigilance, mais pour l'instant, on ne l'a pas rencontré. Là, il y a vraiment un bon positionnement sur le fait que les patientes accompagnatrices sont vraiment en soutien pour habiliter la personne, mais ne se substituent pas du tout à la personne, mais peuvent être là. Là, je sais que Mado a été présente à des rencontres, à des consultations, mais en ne se substituant pas à la personne, mais en s'assurant en tous les cas qu'elle puisse avoir l'espace pour pouvoir s'exprimer et éventuellement la préparer pour pouvoir faire en sorte qu'elle le fasse dans les meilleures conditions. Mado, est-ce que tu peux répondre à ça? Oui, d'abord, je voudrais dire qu'Israël, j'oserais dire, c'est l'exception qui confirme la règle, mais Israël, c'est le moteur de l'action de ce qui s'est mis en marche à HMR. Sans Israël, on ne serait pas là aujourd'hui. Et je le compare aussi à un jongleur, parce qu'il est toujours en train de dire « Hey, il faut faire ça, il va voir les autres médecins, etc., etc. » Il est extraordinaire. Il fait partie des rencontres aux 2 semaines au besoin quand il peut et quand on en a vraiment besoin. Et faire partie de l'équipe de soins, c'est faire partie de l'équipe d'Israël. Dans le moment, je dirais ça. Et pour faire un lien, peut-être un petit peu dans la ligne de Paul, de ce que tu as dit, bon, vous savez qu'à l'Université de Montréal, vous ne le savez pas, mais en tout cas, quand on forme les étudiants les 3 premières années de toutes les facultés des sciences de la santé au partenariat patient et à l'interdisciplinarité. Et quand on pense à intégrer les patients accompagnateurs dans une équipe de soins, puis je sais qu'il y a beaucoup de résistance à plusieurs endroits, moi j'en vis Québec, là, dans le fond, il faut voir le patient comme un accompagnateur, comme un autre acteur avec tous les autres professionnels. Et justement, cet acteur-là, comme il a vécu la maladie, il peut être, comme Paul dit, l'artisan encore le plus proche de la personne qui est touchée pour l'aider à prendre sa place dans le partenariat, à être partenaire de ses soins. Moi, je trouve ça très, très intéressant pour ce que tu as dit parce que moi, je me dis que c'est là que le bas blesse. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On a peur des patientes accompagnatrices. On a peur de les intégrer vraiment dans l'équipe de soins. Mais moi, je voudrais vraiment rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que ça m'a vraiment fait tilt tout à l'heure, surtout avec la remarque de Jocelyne quand elle a présenté, en disant qu'il y a vraiment un moment très important à mettre en place sur la détermination des rôles de chacun et savoir qui fait quoi et autres. Et tout d'un coup, j'ai eu un flash, je me suis dit, mais c'est exactement ce qui est fait dans les cours CSS à l'Université de Montréal. La première chose que l'on fait, c'est qu'on met à plat tous les futurs professionnels de la santé dans leur première année. C'est vraiment de revenir, quelle est votre fonction? Que faites-vous et quel est le rôle du patient au sein de cette équipe? Et c'est vraiment ça, là, je pense que Jocelyne a vraiment bien amené le fait que c'est le fondement même de tout ce que l'on fait, c'est d'être bien sûr de ce que chacun apporte et c'est vraiment la valeur ajoutée de chacun qui va amener vraiment une offre de service et une capacité de pouvoir répondre à la multitude des besoins d'une personne qui est confrontée à un problème de santé pour que vraiment on s'assure en tous les cas que toutes les différentes facettes sont prises en compte sans que personne n'ait l'impression qu'on lui marche sur les pieds, quoi, parce que c'est ça, là, je veux dire, c'est toujours très délicat, là, les équipes cliniques, là. Donc, ouais, ça m'a fait penser vraiment bravo à Paul et toute l'équipe, là, tout le travail que vous avez fait avec Vincent pour vraiment réfléchir à tout ça, là, savoir de quelle manière on peut vraiment faire en sorte que tout le monde soit dans une complémentarité et non pas essayer de voir qui marche sur qui et qui prend la couverture de qui, enfin bon, bref. Là. Karine, est-ce que tu veux… Je voulais juste rebondir. Nous, chez nous, les résistances, on les a perçues là, à peu près chez tous les corps professionnels. C'était pas en fait, les médecins, c'est ceux qui ont été le plus silencieux. Pas silencieux, mais en tout cas, il y avait des résistances, mais pas, c'était vraiment là, au niveau infirmier, au niveau psychologue, travailleurs sociaux. La clarification des rôles s'est fait vraiment avec tous les acteurs de la trajectoire parce qu'il y avait un risque de confusion potentielle, puis on sentait des problématiques. Puis au niveau des résistances aussi, il y avait beaucoup d'enjeux historiques là, liés à l'organisation qui émergeaient. Il y avait des nœuds qui n'avaient pas nécessairement rapport avec le projet de patient accompagnateur, mais qui existaient entre les différentes directions, qui faisaient en sorte que souvent, ça… Fait qu'on a vraiment
fait un ménage. Là. On s'est assuré de se recentrer. Fait que, des fois, les résistances, il faut prendre le temps de les comprendre parce que c'est complexe. C'est ça. Donc, je vois qu'il y a un débat dans le chat là, sur savoir patient, usager. Bon, c'est vrai que... OK. Très bien. Tu parlais de patient usager. Oui, c'est ça, oui. Moi, j'étais là-dessus, là, sur effectivement les usagers partenaires versus les patients partenaires. C'est sûr que pour parole, c'était plus joli avec un P qu'avec un R, mais avec un U plutôt. Mais il y a aussi le comité des usagers, hein, Marie-Pascale. Je trouve que ça fait une confusion, je trouve, moi. Parce qu'il y a le comité des usagers qui est là pour répondre aux plaintes, puis etc. Oui, c'est ça. Donc, bon, on a choisi ce terme-là. Là. Après, je sais que dans les travaux d'Antoine, il parle plus de personnes accompagnantes, donc accompagnatrices, qui est aussi très intéressant comme manière de le voir. Mais bon, tout est toujours ouvert. Hein. Moi, j'ai pas une religion complète là-dessus. Là. Donc, Chantal, est-ce que vous vouliez intervenir ou Ben oui, en fait, justement, sur les facilitateurs, en fait, je pense qu'effectivement, on parlait, c'est sûr qu'il y a le comité des usagers. Toutefois, c'est là où ça devient vraiment important, je pense, d'expliquer les différences terminologiques. Le comité des usagers, on sait que c'est des défenseurs des droits des usagers, ce qui est très différent de, par exemple, l'usagère ressource ou l'usagère partenaire. Effectivement, c'est comme je pense que la connotation du terme patient qui renvoie à malade, qui renvoie à la personne qui subit, qui souffre, la personne qui est passive, de laquelle on doit prendre soin, ça nous ancre un peu dans la relation de partenariat, asymétrique ou paternaliste. Puis, je pense aussi que pour faciliter les choses, notamment avec les médecins et les gestionnaires, il faut parler un peu leur langage. Les médecins aiment beaucoup les statistiques. Quand on leur montre que statistiquement parlant, on gagne du temps, que statistiquement parlant, on a des meilleures réponses aux soins, que souvent, ça leur parle davantage. Tandis que, par exemple, avec les gestionnaires, il faut leur montrer que c'est rentable, parce que ça l'est rentable, en fait. C'est vrai que, souvent, ça a énormément de bénéfices. Puis je pense qu'en quelque part, c'est ça, il faut s'adapter au langage des collaborateurs de l'organisation pour être en mesure de vraiment pouvoir faire passer ça en leur parlant avec ce qui leur parle à eux pour être en mesure de pouvoir favoriser l'implantation puis faire comprendre tous les merveilleux avantages que ces collaborations-là apportent, puis faire comprendre, comme vous le disiez, aux médecins aussi, qu'il n'y a pas de superposition, en fait, de rôles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'empiètement des rôles de l'un sur les rôles de l'autre. C'est une complémentarité, c'est deux approches complètement différentes qui sont complémentaires, qui s'entraident entre elles. Puis on sait, par exemple, que les usagères qui sont mieux préparées, par exemple, qui ont pu, par exemple, faire affaire avec des usagères ressources, souvent, arrivent à poser des meilleures questions. On sauve du temps. Parce que les communications sont plus efficaces, sont mieux comprises. Alors, je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent sur ces éléments-là, puis s'adapter aussi à ce qui parle aux gens pour avoir les meilleures réponses possibles. Parce que ça, on leur dit juste que ça fait du bien, ça rend les gens plus heureux ou quoi que ce soit. Pour eux autres, ça leur parle pas beaucoup. Il faut vraiment arriver, puis je pense s'adapter. Enfin, voilà, c'est simplement. Puis faire comprendre aussi les nuances terminologiques, les nuances de rôle. Ça, il y a un travail à faire là. Mais un coup que c'est fait, souvent, après ça, on a des réponses hyper positives. Tout à fait. Voilà. C'est vraiment merci beaucoup pour ce témoignage parce que c'est effectivement ça qu'on a vécu dans les 4 établissements plus 1 là, avec Gaspésie. Donc là, je vois que le temps file. Est-ce que certains d'entre vous voulaient réagir une dernière fois avant qu'on passe à notre activité d'après, c'est-à-dire notre autre table ronde avec les patientes accompagnées? Moi, je pourrais peut-être juste revenir sur ce que le docteur Fortin disait. Puis c'est ce qu'on a à faire au CHUM, je pense. L'important, c'est de se faire connaître. Il faut que les équipes connaissent les patientes, comme disait Janie, parce que sinon, il ne va pas se développer une relation entre les patients et l'équipe clinique. Donc, je pense que plus ils vont nous rencontrer, plus ils vont apprendre à nous connaître, les médecins, les infirmières, etc. Ça va juste nous aider à construire quelque chose de vraiment positif. C'est beau de voir qu'à l'université, on travaille ça là, pour voir c'est quoi le rôle du patient, etc. Mais
à l'heure actuelle, ce qu'on a, ce n'est pas les jeunes qui sortent de l'université. Donc, il faut travailler différemment pour l'instant pour essayer de percer ça. Ouais. Écoutez, un immense merci à vous tous et toutes de votre participation à cette table ronde, puis d'avoir vraiment partagé votre expérience et puis tout ce que vous avez appris au cours de ces dernières années et la manière dont on est capable progressivement de mettre en place les conditions gagnantes pour faire en sorte que les patients accompagnateurs, les usagers accompagnateurs, les personnes accompagnatrices, bref, les patients ressources, les usagers ressources, enfin bon bref, tout à fait, des personnes qui ont déjà vécu un épisode de X dans un problème de santé et qui mettent à profit leur savoir expérientiel, vraiment pour l'ensemble de l'équipe et non seulement pour les patients, les personnes qui sont en prise avec ces problèmes-là, mais aussi pour l'équipe clinique, ça c'est vraiment assez remarquable. Donc un grand merci à vous, puis bravo pour tout le travail que vous faites à tous les niveaux et qui fait en sorte que vous nous changez notre système de santé pour le rendre encore plus humain et plus à l'écoute des réels besoins des personnes qui y sont suivies et soignées. Merci vraiment infiniment.